La femme en général occupe une place très importante dans notre évolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 km à 4 heures, dès 4 heures du matin, lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km, une eau saumâtre, une eau polluée, une eau dangereuse pour sa santé à elle et la santé des enfants, qui doit faire la cuisine pour un homme qui dort, qui va se réveiller plus tard, qui doit nourrir les enfants, les laver. Bon, cette femme-là, à 30 ans, à 35 ans, c'est un véritable chiffon. Ce n'est même pas une loque, c'est un chiffon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous avons tous des mères, des épouses ou des sœurs qui ont connu, qui vivent encore ces conditions-là. Et c'est contre tout cela que nous luttons. Nous parlons en connaissance de cause. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe, dont il est convaincu que c'est la juste voie, et la facilité qu'est la domination. Parfois on se surprend à transformer son foyer en une caserne et puis on se retrouve en adjudant de compagnie. C'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres voltaïques le font. Nous sentons que les femmes voltaïques, très dominées, pour leur libération elles-mêmes, s'interrogent, ne savent même pas comment se libérer. Elles ne savent pas comment le faire. Parce qu'elles se demandent, mais un peu comme l'esclave qui ne veut pas de sa liberté, tellement il a été attaché à son maître, tellement il a été façonné. Ils ont été trop longtemps dominés, ces noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un noir, ça sert à la même table qu'un blanc. Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable arme de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais redoutablement efficace. Un peu en bas. Leur corps blessé, leur cœur brisé et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris, consolés et restaurés. Je vous remercie. Ensemble, nous disons non à la violence sexuelle. Ensemble, nous disons non à la guerre, non aux rébellions, non aux gens qui veulent devenir ministres, devenir généraux en tuant leurs compatriotes. C'est nous, la population, qui devons dire non. Le grand problème dans cette région, c'est un problème d'impunité. Si on ne lutte pas contre l'impunité, ça va continuer. Il faut que les gens comprennent que violer, c'est un crime. Et qu'on doit répondre.
à ces actes. Hii njala wakati iliingiaka hii kwenda kupori, watano anaanza kupita, mwanaume analalamika sema mtaniuia mwanamke, ndio kugeuka kumpika yeye risasi, na mie babakia wanatembeana na mimi na banaenda na mimi kupori, maiti ya bwanangu kabakia pale. Maana nao huku gisi baliharibishaka huku, na ndio maana leo nafika mkupata operation juu ile Leur première inquiétude, c'est est-ce que vous pouvez m'aider à me restaurer sur le plan physique. Hivi nilishakuwa na operation kenda, ndio vile wakanifikisha Msale Dope. Kufika Msale Dope ndio pale akianza travail akinikataa kwanza colostomy. Nikiona vile ananishughulikia, nikisema hakuna watu wawili mdunia. Ae tu banene niharibisha hayo kwenye vile aliniharibisha hayo kwenye vile ilifanyika. Ajitahidi akuse mikoyo, akuse mavi, lakini nilisikia najipenda na nikisikia sasa vile niko na maisha tena ya kuishi. Juu ba kwetu kwa Kongole. Vraiment niseme kose banamchukia sana. Na yenyewe ninetusaidia sana, mtuunge tu mkono, tuangalie kujua ule Dorcas wetu wa mwanaume akikufa na sisi tunakufa. Je me sens tellement proche de ces femmes congolaises, je me sens tellement proche de leur souffrance, mais aussi de leur volonté de s'en sortir. Parce que je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ne se laissent pas abattues. Ce sont des femmes qui veulent lutter, ce sont des femmes qui veulent s'en sortir, ce sont des femmes qui veulent leur liberté. Ce sont des femmes, en fait, finalement, en passant par cette souffrance, ces atrocités, les transforment carrément en de véritables leaders communautaires. C'est des activistes défenseurs des droits de l'homme. Ninawaambia wababa wapenzi, wanawake katika solidarite yao watafika siku moja wanakataa kitanda ili muone chuki na magumu na yote yenye ilishakuwa kuroho. Ninashukuru sana. Mimi ninaamini kama banaume ya Kavumu tukisimama pamoja na tunasema hii tangu leo le 10 haitaonekana tena Kavumu na haitaonekana, tutapiga kelele. Mimi ninaamini kama itaisha. Asante. J'ai toujours comparé le Congo à une bijouterie sans porte ni fenêtre ni garde. Et donc, tout le monde entre et se sert. Et donc, je pense que ça peut être nos richesses, au lieu que ça nous serve et que ça nous donne la possibilité d'un développement harmonieux. Ces richesses ont été la source de notre malheur et notre misère. Aujourd'hui, nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est incompréhensible. Dans un contexte de conflit armé, quand une femme est violée, ce n'est pas seulement une relation sexuelle non consentie. Je vais aller même plus loin. Violer, ce n'est pas une relation sexuelle. Il faut vraiment que ça soit clair dans les esprits. Ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un déni de son humanité. C'est dénier l'humanité de l'autre. C'est lui refuser d'être propriétaire de son corps, propriétaire de son psychisme. En détruisant son appareil génital, c'est refuser à la femme son droit, son plus grand bonheur et honneur de donner la vie et d'être la mère de l'humanité. Un homme qui n'a pas de complexe, un homme qui n'a aucune rancune. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme, unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme,
l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Et vous pouvez voir à l'université, à toutes les écoles, nous exigeons l'égalité de chance, l'égalité de l'effectif. Dans la vie, à l'Assemblée, nous avons 42 députés sur une assemblée de 210. Dans le gouvernement, dans tous les appareils de direction. Myriam Makeba, nous sommes toujours très contents à Discorama de recevoir des artistes étrangers et nous aimons beaucoup les artistes noirs, surtout quand ils sont de votre qualité. Je crois que beaucoup de Français vous voyant s'interrogeront et se demanderont qui, non pas qui est cette belle noire, mais d'où vient-elle? D'où êtes-vous? Yes, before coming to Paris, I was in London where I just did a few concerts. But of course I come from South Africa. J'arrive directement de Londres, mais bien sûr, je suis née en Afrique du Sud. C'est là-bas que j'ai été élevée, et ensuite je suis partie aux États-Unis où j'ai vécu 9 ans. Il ne m'est pas possible pour des raisons politiques de retourner en Afrique du Sud actuellement, et j'ai choisi depuis 1968 de vivre en Guinée. I then chose to go to live in Guinea, which is where I live now. J'étais en 3e année à l'université quand tout d'un coup j'ai entendu parler du recrutement de futurs aviateurs. Je me suis renseignée. On m'a dit effectivement qu'il était question de prendre quelques élèves, quelques étudiants pour les former dans l'aviation. Mon directeur d'école à l'époque s'appelait M. Keita Sakou. Nous sommes allés donc ensemble chez le ministre et m'a demandé si vraiment je voulais faire l'aviation. J'ai dit oui, c'est mon rêve. J'ai fait la demande. Il a promis donc de montrer ça au président de la République, pour voir si on pouvait prendre des filles, quand c'était en 1971. Je suis allée donc le lendemain et il me dit, ta demande a été agréée. C'est comme ça que j'ai été enrôlée dans l'armée. Et 6 mois après ça, mes camarades sont partis en Union soviétique. Et moi, je suis restée quelques 3 mois. J'ai demandé pourquoi moi je ne partais pas. Ils ont dit que les Russes ne voulaient pas former de femmes, mais de prendre patience. J'ai été patiente. Quand ça a duré, j'ai été voir le président de la République. J'ai pleuré. J'ai dit de m'aider. Il a demandé au ministre de convoquer les Chinois, les Américains, en même temps les Russes, pour voir lequel des 3 pouvait me former comme pilote. 2 jours après, le ministre m'a convoqué, je suis venue. Il dit, bon voilà, Binta, maintenant, les Américains sont prêts depuis avant-hier pour te former. Les Chinois ont donné leur accord et les Russes viennent de nous dire que le Kremlin accepte de te recevoir. Où tu choisis même? Je n'ai pas cherché à réfléchir longtemps, j'ai dit simplement, camarade ministre, moi je préfère aller en Russie. Il dit pourquoi? Je dis premièrement, camarade ministre,
nous n'avons que des appareils russes ici chez nous en Guinée. J'ai dit deuxième point, nous ne suivons pas la ligne des Américains, nous suivons la ligne du socialisme russe. Donc politiquement et techniquement, je ne peux aller que là-bas. Il dit, tu as bien réfléchi, donc d'accord, tu vas. Et la semaine suivante, je m'apprêtais pour m'embarquer. The most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman. The most neglected person in America is the black woman. And as Muslims, the Honorable Elijah Muhammad teaches us to respect our women and to protect our women. And then the only time a Muslim really gets real violent is when someone goes to molest his woman. We will kill you for our woman. I'm making it plain, yes. We will kill you for our woman. We believe that if the white man will do whatever is necessary to see that his woman gets respect and protection, then you and I will never be recognized as men until we stand up like men and place the same penalty over the head of anyone who puts his filthy hands out to put in the direction of our women. Rappelons que dans la tradition des peuples noirs, avant le contact avec les Arabes musulmans et avec les Européens chrétiens, la femme africaine avait des moyens propres de subsistance, donc une indépendance financière. Elle pouvait exercer un commerce ou une activité artisanale et elle participait même à la direction des affaires publiques, ainsi que Charanta Diop l'avait indiqué au chapitre 6 de son livre « Les fondements culturels et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire ». Au milieu du XIVe siècle, d'après le voyageur et narrateur arabe Ibn Battuta, il n'y avait dans l'empire du Mali qu'un petit nombre d'actes d'injustice, une sûreté complète et générale dans tout le pays. Le voyageur, écrit-il, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs. En plein XIVe siècle. Enfin, c'est toujours Ibn Battuta qui parle. Il dit que si les hommes blancs viennent à mourir, les hommes blancs à l'époque pour les Maliens, c'était les Arabo-Berbères. Si les hommes blancs viennent à mourir dans leur contrée, les Noirs ne confisquent pas leurs biens, quand même il s'agirait de trésors immenses. Ils les déposent au contraire chez un homme de confiance d'entre les Blancs, jusqu'à ce que les ayants droit se présentent et en prennent possession. Un royaume aujourd'hui oublié, à la tête duquel les femmes ont joué un rôle majeur. Qui a construit ces fastueux palais et ces immenses nécropoles? Qui étaient ces puissantes reines noires de Méroé? Les archéologues commencent peu à peu à décrypter les secrets de cette haute civilisation qui a prospéré durant 7 siècles sur les rives du Nil. Les chercheurs lèvent le voile de l'oubli qui couvre les palais et les pyramides érigés dans le nord-est de l'Afrique noire. Le royaume oublié de ses puissantes reines se trouve aujourd'hui au Soudan, dans le nord-est de l'Afrique. Méroé en était la capitale. Il y a 2000 ans, des reines priaient ici. Elles portaient le serpent sur le front comme signe de leur pouvoir.
C'est ici que les reines noires s'unissaient à Mout, la puissante épouse du démiurge Amon. Jebel Barkal était le centre religieux du royaume méroïtique. Chaque reine noire devait accomplir un pèlerinage au mont sacré afin de légitimer son pouvoir. Quelle puissance dégageait donc cette montagne? Les deux hommes ont localisé le monument funèbre d'une reine noire. C'est la Candace Amani Charreto, qui est représentée ici en train de massacrer un groupe d'ennemis. Cette représentation a pour fonction de protéger magiquement sa tombe. Et elle est représentée aussi tenant des arcs, une lance, une épée. Tous ces insignes montrent l'importance de son rôle dans le système méroïtique du pouvoir. Les Candaces, comme on le sait, les femmes de la famille royale jouent un rôle très très important dans le système méroïtique. Elles avaient un rôle durant le règne lui-même et surtout dans la transmission du pouvoir royal pour le Corée, l'empereur. Elles jouaient un rôle dans un système de matriarcat considérable. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains occupent l'Égypte. Ils décident d'envoyer leurs troupes dans le royaume des Candaces. Amenishak Keto ne se laisse pas impressionner et tient fièrement tête à l'empereur Auguste. Pour les légions romaines, l'expédition sombre dans l'horreur. Minés par la canicule, les soldats de Rome basés à l'extrême sud de l'Empire sont harcelés sans relâche. À Méroé, la capitale, les archéologues ont trouvé une tête de bronze de l'empereur Auguste. Peut-être s'agit-il d'un butin de guerre. Juste ici, pas plus loin, Amani-Shak Keto impose une limite à l'empereur romain. Les ossements de ses légionnaires blanchissent sous le soleil. La reine méroïtique contraint les Romains à bout de nerfs à signer la paix. Le triomphe est immense pour la Nubie. Les régions au-delà du désert sont dirigées par des hommes, généraux grecs et empereurs romains. À Méroé, ce sont les femmes qui sont au pouvoir. Comment Amanitor a-t-elle pu accéder à une position aussi éminente? Le rôle des femmes dans la région renvoie très certainement à leur origine africaine, à la structure matrilinéaire qui prévalait dans la région. Matrilinéaire, cela signifie pour l'essentiel que la position et l'héritage d'un individu au sein d'une société sont tributaires de la position de sa mère. En Égypte, la déesse Isis est la protectrice des mères et des enfants, la gardienne de la famille. Ici, à Méroé, elle est représentée les seins nus, tenant des prisonniers dans une main. Un corps aux formes arrondies est la beauté même. Il rayonne la fécondité, exprime le bien-être, conformément à la tradition africaine. Conformément à la tradition africaine, les femmes étaient le centre de la famille. À l'image des dieux, elles sont capables de donner la vie. La mère possédait les biens et elle léguait ses biens à ses filles. C'est la femme qui choisissait son futur époux. La prospérité et le bien-être des hommes étaient donc suspendus au bon vouloir des femmes. La richesse familiale se composait essentiellement du bétail et des rares affaires que ces nomades transportaient avec eux. Béranzin, lui,
peut compter sur une armée d'une dizaine de milliers de soldats, dont environ 1200 Amazones. Les Amazones, ce corps d'élite de l'armée du Dahomey, qui a laissé aux soldats français des souvenirs mémorables. C'était des femmes qu'on choisissait et qu'on se fidélisait, que le pouvoir se fidélisait par des méthodes occultes. Ces femmes devaient faire un pacte de sang avec le pays, le Dahomey, ce qu'on appelait le Dahomey même. Donc il n'était pas question de trahir le pays. Elles devaient se dévouer corps et âme. Même en cas d'échec, elles protégeaient de leur vie le monarque. Mais elles avaient une telle ardeur au combat que une Amazone, par exemple, bondissant comme une panthère, atterrit sur le canon, sur la tige du canon. Un canon de terrain, hein? Ce n'est pas le canon d'un fusil. Et alors, voilà, elle décapite le canonnier et avant que d'autres ne l'atteignent. Et c'est une bataille où les soldats d'Abomey, notamment les Amazones, ont révélé leur forte connaissance du terrain, leur habileté, leur préparation militaire. Ce qui impressionnait les observateurs européens, c'est leur déploiement, c'est leur tactique sur le terrain. Ils peuvent s'approcher des troupes françaises. Ils le font généralement peu avant l'aube. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La femme dans l'histoire africaine. On aurait pu avoir une femme sur le plateau, mais il est bon que les hommes leur reconnaissent ça, qu'ils tordent le cou à des mensonges répandus, pris maintenant pour vérité. Lasconi, qui est mon invité, a fait ce travail. Je n'ai pas une femme, c'est un historiographe. Historiographe, autant pour moi. Quelqu'un qui, non pas réécrit l'histoire pour se l'approprier, mais qui croise l'histoire, qui va à la quête de l'histoire, de la vérité, de ce qu'il nous reste comme histoire. Il va rencontrer les anciens et les anciennes, parce que nous parlons ici de femmes dans l'histoire africaine. Les femmes dans l'histoire africaine, qu'est-ce à dire? C'est dans la dynamique de l'histoire de ce continent, comprendre, éclairer sur le rôle qu'a joué la femme, parce qu'aujourd'hui, l'image africaine de la femme, ou l'image de la femme africaine, est une image qui n'est pas celle précisément qu'elle fut du temps de l'Afrique ancestrale qui reposait sur ses piliers et sur ses repères. C'est cela qu'on va essayer de corriger, d'expliquer aujourd'hui à travers le travail d'un homme qui sort d'une conférence de plusieurs semaines autour de la thématique de la femme. On va parler de la femme dans sa résistance, la femme politique. On va parler de la femme dans le sacré, parce que tout de même, c'est le seul continent, la seule culture où on a des prêtresses qui conduisent le culte, contrairement à tout ce qu'on peut observer ailleurs, même chez les bouddhistes. Autant de détails pour aujourd'hui nous réapproprier l'image de ce que furent nos mères, parce que de tout temps dans l'histoire de l'Afrique, ce sont elles qui ont porté l'avant-gardisme. C'est la femme qui bâtit, c'est la femme qui construit, c'est elle qui stabilise, et même l'héritage, pas seulement social, spirituel, lui est dévolu. C'est cette femme-là que nous voulons réhabiliter aujourd'hui, celle qui donne la vie, celle qui est la reine-mère, la terre-mère, mais surtout, pour demain, c'est la femme de la Renaissance africaine dont nous allons parler aujourd'hui. Lasconi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Bonsoir aux téléspectateurs et à tous les techniciens de Télé-Sud. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau. L'espoir est permis. La Renaissance africaine est effective pour la bonne et simple raison. Personne n'aurait imaginé qu'en moins d'une décennie, on aurait 3 femmes élues à la magistrature suprême en Afrique. Nous avons notamment le cas de Ellen Sirleaf Johnson qui a inauguré justement cette période en se faisant élire au Libéria. On peut contester le suffrage, mais en tout cas, elle est présidente puisque les Libériens lui ont renouvelé leur confiance en lui accordant un 2e mandat. On a également Joyce Banda au Malawi, on en parle très peu.
Et en troisième, Madame Catherine Panza-Samba, qui est actuellement la présidente de la République centrafricaine. En préparant cette émission, quelqu'un m'a dit oui, mais il y a des présidentes qui ont été imposées. Et moi, je lui ai dit, mais allez donc imposer une femme à la tête de certains pays. Ce qui n'est pas évident. Il faut quand même qu'il y ait une mentalité qui accepte cela. Absolument. Et donc, ce sont des atavismes profonds dans les esprits. Absolument, absolument. D'autant plus que je pourrais même aller plus loin. On pourrait, s'il ne serait pas exagéré de dire que l'Afrique tout entière aujourd'hui est dirigée par une femme, puisque Mme Nkosazana Zuma, qui est la présidente de la Commission de l'Union africaine, est une femme. Donc, on en parlera dans le chapitre, notamment, des femmes plus politique, puisque c'est le début de notre exposé même qui posait la question de la Renaissance. Elle est d'abord spirituelle et dans une société très linéaire, y compris dans sa spiritualité. Ça nous amène au fait qu'en Afrique, dans le sacré, la femme et l'homme ils font un. Ils font l'unité même. Oui, absolument. L'homme et la femme, dans le paradigme africain, l'homme et la femme sont complémentaires. Il ne faut jamais les opposer. Parce qu'il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a pas d'homme sans femme. C'est important de le préciser, de le dire, pour éviter des conflits inutiles. Et cette Afrique-là, aussi longtemps qu'elle sera mise de côté, l'Afrique actuelle ne pourra jamais aller de l'avant. On a remarqué, par exemple, lorsque... prenons, par exemple, je vais citer l'exemple, par exemple, du Rwanda. On peut reprocher beaucoup de choses au régime de Kigali, mais on peut au moins lui concéder l'intellectuel, l'honnêteté intellectuelle exige qu'on reconnaisse que le Rwanda est le pays en matière de droits de femmes qui est le plus progressiste, puisque c'est le seul pays au monde qui a le Parlement majoritairement constitué de femmes. 54% de l'Assemblée nationale au Rwanda est constituée de femmes. L'Afrique du Sud n'est pas mal non plus. L'Afrique du Sud n'est pas mal non plus, puisque la chef de la diplomatie d'Afrique du Sud est une femme. Madame Nkakula, ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, est également une femme, en sachant que l'Afrique du Sud est la deuxième marraine au monde après la Grande-Bretagne. Et que c'est de l'Afrique du Sud que nous vient la femme qui est à la tête de la Commission de l'Union africaine. Attardons-nous un peu sur cette femme africaine dans le sacré. On a du temps. Prenez le temps de rentrer en profondeur dans cette femme dans le sacré. En préparant l'émission, vous me faisiez relever à juste titre ce que nous voyons tous sans jamais le voir. Parce que ce sont les esprits qui sont aveuglés pour ne pas voir ce qu'il faut voir. Il y a de prêtresses que dans les cultes africains. Absolument. Si je ne voudrais pas ici faire des comparaisons faciles et inutiles, mais regardez, observez vous-même dans les religions dites révélées, pour ne pas les nommer, vous verrez que ceux qui conduisent les cultes, ce sont toujours des hommes. Ce n'est que dans le vaudou, dans le Kingunza, chez les Congos notamment, qu'on trouve les femmes. Et la femme est d'ailleurs même divinisée. Si vous prenez par exemple l'un des cultes africains les plus populaires en Afrique centrale, c'est le kimbanguisme. Le kimbanguisme n'est rien d'autre que l'œuvre d'une femme qu'on appelle Mama Mwilu, qui n'est autre que l'épouse de Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu n'a pas créé le kimbanguisme. C'est après sa mort que son épouse Mwilu et Mama Mwilu créent le kimbanguisme. Et on peut voir le résultat que ça a donné, puisque le premier orchestre philharmonique qui compte une centaine de musiciens, il y a autant de femmes que d'hommes, donc nous tombons dans la parité. C'est un orchestre kimbanguiste. Mais est-ce qu'on peut relever quand même, à ce niveau de l'émission, justement la contradiction, d'où elle naît? Cette contradiction entre une Afrique ancestrale profondément, disons, égalitaire, prenons un mot rapidement, même s'il n'y a pas le conflit structurellement dans notre perception des genres, pour faire écho à un débat qui a cours ici en ce moment, et une réalité... Qui ne nous concerne d'ailleurs pas. Ah, pas du tout. Enfin, et une réalité aujourd'hui qui est quand même... Est-ce qu'on ne peut pas constater qu'il y a un machisme actuel, que ce soit sur le plan politique ou social ou économique? En fait, il suffit d'observer l'Afrique... je ne parlerai pas d'Afrique précoloniale, puisque ça serait encore valoriser le colon, pensant que l'histoire de l'Afrique commence à partir de la colonisation. Je parlerai plutôt de l'Afrique impériale pour emprunter l'expression souvent utilisée par mon collègue et frère Jean-Philippe Omotunde. Dans l'Afrique impériale, qui existe encore aujourd'hui, vous pourrez retrouver cette Afrique chez des peuples comme les Dogons, chez les Mianka, chez les Imba. La femme est l'égale de l'homme. Elle participe à toutes les activités. Le salut de l'Afrique passe par le retour de la femme à la place qui a toujours été la sienne. Les résultats sont éloquents. Prenons le cas, par exemple, d'un pays comme le Libéria. Le Libéria a été créé en 1822.
Il a accédé à l'indépendance 25 ans après, en 1847. De 1847 jusqu'à 1900, on va dire jusqu'aux années 2000, ça a été la déchirure. Esclavage, coup d'État, guerre civile qui a duré plus de 10 ans. Et il a fallu qu'une femme prenne la tête de ce pays pour que le pays soit apaisé. La barbarie s'effrite. Donc il y a quand même là un signe qu'il faut savoir interpréter. Prenons le cas, par exemple, du Zimbabwe. À l'époque, lors de la première Chimurenga, c'est la femme qui a la tête de la résistance face à la pénétration coloniale. Lors de la pénétration coloniale, je m'excuse. Que se passe-t-il? Pendant la seconde Chimurenga, qui est dirigée par 2 hommes, il y a encore des problèmes conflictuels du pouvoir. N'oublions pas qu'il y a une mini-guerre civile au Matabeleland, notamment cette région dont était originaire Joshua Nkomo. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, lorsque la femme est toujours associée, les choses ont tendance à se stabiliser. C'est un équilibre naturel. Absolument, que nous avons absolument. compris. Moi, je suis complètement opposé à cet impérialisme religieux parce qu'on constate que certains pays du Golfe qui ont les moyens financent des structures religieuses pour pouvoir imposer leur mode de vie. Allez-y, prenez un exemple concret. Vous donnez un cours dans une école au Niger. L'année dernière, j'ai été au Niger, à l'université Abdou Moumouni, où j'ai donné plusieurs cours. J'ai même d'ailleurs donné un cours à l'EMIG, une école prestigieuse qui forme l'élite sous-régionale. Et là, j'étais choqué. Dans une classe, dans un amphithéâtre d'à peu près 50 étudiants, il n'y avait que 2 femmes, et les 2 femmes étaient au fond. J'ai dit... Et voilées. Et voilées. Bon, à la rigueur, le voile, les gens peuvent dire que ça protège contre le soleil. Ça ne me pose pas trop de problème, mais le problème, c'est qu'elle soit derrière. Et là encore, l'accoutrement n'est pas un accoutrement africain. Donc, nous assistons à un impérialisme religieux qu'il faut dénoncer parce que cela devient comme normal. Vous demandez à vos étudiantes de passer... Je demande à mes étudiantes, je dis dans ma culture, je ne suis pas là pour bouleverser les cultures des autres, leur mode de vie, mais c'était moi qui donnais le cours et il m'était insupportable de voir les 2 seules femmes être au fond de la salle. On avait l'impression qu'elles étaient là pour décorer. Donc j'ai demandé à ce qu'elles viennent et les étudiants étaient un peu choqués. Mais j'ai dû leur expliquer en leur montrant des images de l'Afrique impériale que dans l'Afrique impériale, l'homme et la femme étaient côte à côte. On ne les séparait pas. Alors, parce que vous démontrez un certain nombre de choses avec des illustrations à l'appui de ce que vous dites. Mais vous savez qu'il y a toujours les contradicteurs, ceux mêmes qui ont donné l'image qui nous pénalise aujourd'hui et qui vous diraient tout ce qu'on a raconté comme mensonge. Essayez d'aider ceux d'entre nous qui sont encore enchaînés ou sous l'emprise de ce discours-là, en leur donnant des clés encore même plus lointaines sur la femme qui est le cœur du pouvoir, de la spiritualité et de la culture en Afrique. Disons que la véritable difficulté pour ces personnes, c'est que l'Africain est éduqué pour être hostile à sa propre culture, à sa propre personne. Donc lorsque, par exemple, on donne l'exemple du vaudou, les gens vous diront que c'est du fétichisme, c'est dangereux. Et il ne faut pas... Donc les gens n'osent même pas avoir la curiosité intellectuelle de voir ce qui se passe. Je ne suis pas comment dirais-je, un adepte du vaudou, mais en tant qu'observateur, j'ai pu voir comment ça fonctionne. Des femmes qui dirigent le culte, c'est quand même impressionnant. Il y a eu un débat en Angleterre qui a fait couler beaucoup d'encre. Je connais très bien la Grande-Bretagne. Et lorsque l'archevêque de Canterbury a nommé une femme pour diriger une paroisse anglicane, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors que chez les Africains, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je parle de l'Afrique traditionnelle, l'Afrique stable. Et souvent, pour justement balayer ces clichés, il est bon de montrer ces exemples. Et est-ce que vous avez rencontré sur votre chemin une société dans toutes vos recherches que vous pourrez citer en exemple dans son équilibre? J'en ai beaucoup. Allez-y. La première société que je pourrais par exemple citer, c'est la société des Ndébélé. Alors les Ndébélé sont un peuple qui vit à la fois au Zimbabwe et en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils vivent dans une région qu'on appelle le Kwandébélé. Et là, allez voir ce qui se passe.
C'est que dès qu'on rentre, tout de suite, on respire parce que l'environnement, tout est joyeux. Les couleurs sont attractives. Oui, c'est très beau. Et ça, c'est très beau à voir. Là, c'est une société d'équilibre. On n'a même pas besoin d'importer les jouets. Ce sont les femmes qui les fabriquent. Donc, ça réduit déjà les frais pour les hommes, hein, pour ne pas parler d'économie. On pourrait prendre, par exemple, le cas du Togo et du Bénin. Le Togo, le Bénin, même le Nigeria, sont des pays dont l'économie dépend essentiellement des femmes. N'oublions pas les nanabins. Si ce ne sont les politiques, les régimes dictatoriaux qui sont succédés au Togo, le Togo serait aujourd'hui l'un des pays les plus prospères d'Afrique. On a vu comment les nanabins ont eu à influencer des industriels en Allemagne et en Hollande avec le wax. Donc ça, encore une fois, lorsque la femme retrouve son rang, elle brille. Qu'est-ce que vous dites? Oui, il y a des organisations. Au Burkina Faso, il y a des organisations. Je cite souvent le Burkina Faso parce que c'est un pays où je travaille beaucoup. Et donc, j'ai plusieurs exemples. Il y a des organisations parce que n'oublions pas que le président Thomas Sankara a fait un véritable travail pour promouvoir la femme. Il a réhabilité toute cette culture qui a été enfouie pendant des siècles de colonisation. Donc, aussi longtemps que les femmes africaines, il n'y a pas que les femmes, hein, bon, puisque l'émission est consacrée aux femmes, nous parlons essentiellement des femmes, parce qu'on pourrait aussi tomber dans l'ostracisme, donc c'est pour cela qu'il est bon d'être précis. Il n'y a pas que la femme africaine qui est lobotomisée. Et si quelqu'un vous renvoyait de manière péremptoire? Ce n'est pas moi, hein. Oui. Je suis juste un réceptacle de questions potentielles. Absolument. Et pourquoi vous ne parlez pas de polygamie et d'excision? Parlons de polygamie, commençons déjà par l'excision. Justement, voilà encore une image fausse de l'Afrique. L'excision n'existe pas dans beaucoup de régions d'Afrique. Un pays comme le Congo, les trois Congos, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe, la Zambie, le Rwanda, le Burundi, une très grande partie de l'Afrique, Cameroun, l'excision n'existe pas. On a même le contraire, c'est le Gukuna. Mais n'étant pas chirurgien, je préfère ne pas me lancer. Et paraît-il que c'est très efficace. Les hommes ne sortent pas une fois que les femmes sont gukunisées. Allez chercher, est-ce que c'est le Gukuna? Mais quand on vous aura dit ça, on essaye de nous dire, mais c'est vous qui avez mutilé les femmes, etc. Non, expliquez simplement, ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas les exciseurs, il y a des femmes qui excisent. Hein. Souvent même, ce sont des femmes. Ça, c'est l'apport des religions dites révélées en Afrique, pour ne pas les nommer parce que c'est-à-dire ce n'est pas une tradition africaine. Ce n'est pas une tradition africaine. Voilà. J'ai un jeune frère d'ailleurs qui est passé. Ça vient du Moyen-Orient, pour être clair. Oui, donc ce n'est pas... on a un frère, Amunanga, qui a écrit un ouvrage là-dessus. Je pense que les gens doivent aussi lire pour comprendre exactement d'où viennent ces traditions. Parce que mutiler une femme, ça relève un peu du machisme. Il y a des gens qui essaient de justifier ça par aliénation religieuse, mais je vous donne un exemple. J'ai pendant longtemps... Il nous reste 3 minutes. J'ai étudié dans une ville millénaire du Mali qui s'appelle Djenné-la-Sainte. Lorsque j'arrive dans cette ville, on me dit que dans tel édifice religieux, pour ne pas dire la mosquée, la grande mosquée de Djenné, qui est la seule mosquée de la ville de Djenné, les femmes entrent ailleurs, les hommes ailleurs. Et j'ai dit, mais pourquoi? On me dit, pour éviter les tentations. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a... les hommes aussi peuvent tenter les femmes. Donc l'excuse n'a... de dire tout le temps, de rejeter la faute sur la femme n'a aucun sens. Et la polygamie? Parce que ceux, par exemple, qui voilent les femmes, disent c'est pour ne pas que les hommes soient tentés. Mais les femmes pourraient renvoyer l'ascenseur en disant qu'il y a des hommes qui sont beaux. Comme M. Lasconi. Oui. Allons-y. Vous répondez quoi à la polygamie? Il y a des sociétés où la polygamie... C'est d'abord quel sens, la polygamie? Bon, disons que la polygamie, oui, on ne peut pas dire dans l'histoire africaine. On dira dans tout la simplement culture. Dans les sociétés, oui. Dans les sociétés africaines, parce que les sociétés sont quand même diverses. Il y a et puis, ce n'était pas partout non plus. Oui, ce n'était pas partout. Il y a des régions en Afrique où, prenons par exemple chez les Congos, peuple dont je suis, auquel j'appartiens, chez les Congos, la polygamie est très marginale. Si vous prenez par exemple le royaume Congo, il y a eu autant de femmes que d'hommes sur le trône. Et quand on dit femme reine en Afrique, ce n'est pas l'épouse du roi, c'est le chef politique. C'est le chef, absolument, absolument. Merci pour la précision. J'ai failli c'est très important. C'est très important. Et c'est le seul continent aussi comme ça. Mais bien sûr, on pourra en citer sans réfléchir. On a notamment chez les Congos une femme qui a été divinisée dans un culte qu'on appelle le Kingunza. Et Kimpavita. Kimpavita, qui a été
brûlés sur le bûcher par des missionnaires portugais en 1704. On pourrait citer la reine Zinga, qui a résisté face aux occupants portugais. On a beaucoup d'exemples sans réfléchir dans notre histoire. Et d'ailleurs, même chez les Congos, où on a beaucoup de prêtresses, notamment les Mamangunga, qui ont été des grandes chefs spirituels dans l'histoire du royaume Congo. Eh bien, en tout cas, moi je retiens de cette émission, pour l'avoir préparée avec vous, pour l'avoir faite avec vous, qu'en Afrique, il n'y a pas d'opposition dans la structure intellectuelle, spirituelle et culturelle africaine entre l'homme et la femme. C'était le fondement même dans la conception de la divinité. Dieu n'a pas une longue barbe chez nous, il est homme et femme, il est l'ensemble des deux. Et la société était basée sur ce principe-là. Ça a disparu dans beaucoup trop de cas, et ça accompagne tous les autres dégâts que nous connaissons au niveau de l'équilibre de l'Afrique de façon générale. Et si l'Afrique se porte si mal aujourd'hui, c'est en partie parce que la conséquence de la violence avec les envahisseurs de la rencontre a déstructuré le tissu familial. D'un côté, on a écarté la femme de ce qu'elle était, l'assise spirituelle et morale, et on a écarté l'homme de ce qu'il était, l'autorité, pour devenir quelquefois ce qu'on donne, ce que ça a donné, par exemple, aux États-Unis, dans la communauté noire, où c'est très connu. Aussi dans les Caraïbes, parce que la monoparentalité est l'une des conséquences de l'esclavage. Eh bien, l'émission est terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, je pense, avec une femme, pour parler peut-être d'hommes. On verra bien. Bonsoir, merci d'être fidèle à cette émission. Au revoir.